À la une ce soir, la mobilisation de quelques riverains et de la Sopamar à Saint-Joseph opposés à la construction d'un immeuble sur un terrain initialement situé en zone agricole. L'association soupçonne une fraude. Une tonne d'igname écoulée en quelques heures ce matin au marché agricole du Nord-Atlantique à Sainte-Marie. Le légume indispensable accompagnateur des repas de fête traditionnels fait toujours recette, vous allez le voir. Et puis un chanté Noël, celui de la paroisse du Lamentin, un chanté Noël saint. C'était en début de semaine, les fidèles ont voulu faire part de leur vision du chanté cantique. Vous les entendrez dans cette édition. Voilà pour les titres. Bonsoir à tous. Un immeuble d'habitation avec vue sur la baie de Fort-de-France. Cela ne fait pas rêver tout le monde. Ce matin, à Saint-Joseph, plusieurs riverains, accompagnés de la Sopamar, ont fait part de leur opposition quant à ce projet immobilier situé sur la commune. Ils pointent du doigt la municipalité et n'hésitent pas à parler de fraude. Les explications recueillies par Sandrine Claude. C'est ce terrain qui est à l'origine de la mobilisation. Selon le plan local d'urbanisme de la ville approuvé en 2012, c'est une piscine, un terrain de tennis ainsi qu'une école qui aurait dû y voir le jour. Sauf que depuis quelque temps, comme d'autres riverains, Véronique n'a pu que constater qu'il s'agissait en réalité de vastes projets de construction de logements. J'ai d'abord vu des personnes couper des arbres. Ensuite, j'ai entendu des tracteurs, etc. Et un jour, j'ai vu un panneau. Ça m'interpelle parce qu'on sait très bien quand il y a des constructions, forcément, le quartier perd en valeur, si on veut, mais aussi la recrudescence des vols, bien sûr. Quand on sait aussi ce qu'il y a derrière, au niveau de la municipalité, tout ce qu'il y a eu qui n'est pas forcément honnête. Car c'est bien la municipalité qui est dans le viseur de la Sopamar. En 2014, la ville avait fait l'acquisition du terrain en question avant d'acter son déclassement pour entreprendre les projets initialement prévus. Mais aujourd'hui, c'est un promoteur immobilier qui a la main mise sur l'espace. Les militants jugent la démarche frauduleuse. Émile Maurice, afin justement de permettre que la commune ne soit pas trop envahie par les promoteurs, avait institué avec son conseil municipal un droit de préemption sur tous les terrains agricoles. Ce droit de préemption, pour pouvoir l'enlever, il faut une DIA, une déclaration d'intention d'aliéner, ce que nous n'avons pas sur ces zones. Le promoteur a demandé une autorisation pour pouvoir faire ça, un permis de construire qui lui a été délivré, un permis valant division, que nous contestons toujours. Il dépose le même jour qu'il demande le permis, une déclaration préalable. Vous voyez que c'est déjà une aberration, parce que vous ne pouvez pas déposer une demande préalable pour un terrain qui mérite un aménagement, alors que vous décidez de donner le permis le même jour. Afin d'avoir de plus amples explications sur ce dossier, nous avons tenté de joindre sans succès le maire de la commune. De son côté, la Sopamar réclame l'arrêt pur et simple de ce qu'elle qualifie de vaste opération de défiscalisation. Quelques mots de politique. Juvénal Rémy répond ce soir à Marie-Jeanne Jonville, secrétaire territoriale du Front National en Martinique. Ce mercredi, lors d'une réunion du parti, elle avait présenté l'ancien représentant de Marine Le Pen en Martinique comme un adhérent peu présent. Écoutez sa réponse. Étant responsable du Front National, c'est vrai que je devais faire une conférence de presse, mais avec une poussée d'intention, nous avons annulé cette réunion. Et à ma grande surprise, je vois sur les médias une soi-disant responsable qui s'autoproclame responsable du Front National et qui me cite. Je dis que quand il y a des mascarades, que les gens s'abstiennent de citer le nom de Rémy Juvénal. Et franchement, je dis que c'est vrai qu'après les présidentielles, j'ai pris un petit peu de recul. Moi, je dis sincèrement, je le dis haut et fort, je ne suis pas Front National. J'ai fait passer des messages. Aujourd'hui, Marine nous avait dit que le SIG allait changer. On ne voit encore rien venir. C'est pourquoi je suis en stand-by. Je crois que la Martinique a besoin d'autre chose et que les gens qui veulent se servir pour se venger, s'autoproclamer responsables de telle ou telle corporation, arrêtent. Dans l'actualité également, cet accident mortel ce samedi aux environs de 13h à Fort-de-France, perte de contrôle d'un motard et de son passager percuté par une voiture dans l'autre sens de la circulation sur la rocade. Selon les pompiers, le passager du 2 roues âgé de 55 ans est décédé sur le coup. Le conducteur a été admis à l'hôpital dans un état grave. 29 personnes sont mortes sur nos routes depuis le début de l'année. Prudence, surtout en cette période de fête.
Il fallait se lever très tôt ce matin pour apercevoir des ignames au marché agricole du Nord-Atlantique. 1 tonne de ce légume a été écoulée en quelques heures. Il faut dire que l'igname est un allié culinaire de ces fêtes de fin d'année. En tout cas pour ceux qui ont prévu un repas traditionnel à la sauce martiniquaise. Le reportage de Guillaume Bacoul. Le marché agricole du Nord-Atlantique noir de monde dès 6 h du matin. Ce samedi, les rendez-vous saveurs et traditions mettaient en avant l'igname jaune, un des produits stars du Noël martiniquais. Un légume qui a encore fait recette. À 9 h, il ne restait rien, ou presque, de la tonne d'igname apportée pour l'occasion. À cette heure-là, il ne reste presque plus rien puisque la clientèle en général arrive dès 5 h du matin et on ouvre le marché à 6 h moins les quarts. Donc après, d'ici 9 h, 3 h de temps, c'est presque tout est parti. À Sainte-Marie, comme dans le reste de l'île, l'igname se marie traditionnellement au cochon et au pois d'Angole le soir du réveillon. La tradition tend à perdurer, même si certains se permettent quelques fantaisies. Nous ici, on va faire un fricassé de canard. Le fricassé de canard avec les pois d'Angole ainsi que l'igname sassa, l'igname sauvage, l'igname Saint-Martin, c'est même bagaille là. Dur, jaune ou sassa, à chacun sa variété favorite. Les gourmets les plus experts en parlent l'eau à la bouche. Il m'a été bien formé. Il peut être code là, disons, il va aller et comme il m'a été aussi, alors il m'a venu jaune. C'est vrai pas dire on ça tellement, vraiment il me dit là la farine là, bien jaune et puis un belle viande mouton grillé ou bien un bel coq local bien fricassé là, alors là vraiment un belle viande. Nous dans un pays tropical, bon vous savez nous sommes des créoles. Bah là pas changer même si là-bas on va manger foie gras mais ici c'est mon endou c'est cochon, mon endou c'est boudin, pois d'Angole comme ça. Pour les agriculteurs du marché agricole du Nord-Atlantique qui ont souhaité mettre en valeur un produit de saison chaque samedi de décembre, l'opération est d'ores et déjà réussie. Pour nos 17 ans cette année, on a choisi de mettre en valeur certains produits pour la fin de l'année. Ça a dépassé nos espérances. D'ailleurs, je dois dire merci à tous ceux qui nous ont visités. Nombreux sont les Martiniquais qui se sont déplacés jusqu'à Sainte-Marie nous rencontrer et nous donner la force. Dernier rendez-vous samedi 30 pour un marché consacré aux agrumes. L'occasion de respecter une autre tradition des fêtes de fin d'année et de soigneusement conserver quelques pépins, dont son porte-monnaie. Autre marché de Noël en Guadeloupe, où là aussi les produits du terroir sont à l'honneur aux abîmes. Le reportage de nos confrères d'ATV Guadeloupe. Ce marché de Noël a été organisé pour permettre à la population de trouver des produits et des idées pour préparer les fêtes. En fait, c'est un marché qui est très axé sur la tradition locale. C'est-à-dire que les produits locaux sont mis à l'honneur. Et surtout, on a mis l'accent sur les productions de punch, les shrubs, tous les alcools qui sont faits au niveau local, mais aussi sur les produits maraîchers. Puisqu'on avons aujourd'hui là, à côté là, un stand spécialement produits maraîchers, qui permet aux gens de trouver un peu de tout. Sur ce marché, une partie est consacrée aux produits maraîchers et l'autre aux artisans. Une priorité a été donnée aux producteurs de Cap Excellence pour redynamiser l'économie de l'agglomération. Le but, c'était de pouvoir valoriser la production, de permettre aux agriculteurs, aux exposants de vendre, de faire... oui, c'est une activité économique. Hein. On est là pour vendre des produits locaux. Voilà. La ville, en fait, c'est une animation de proximité qui rehausse un peu le dynamisme des exposants abîmiens. Voilà. En fait, c'est plus... On fait de la communication au niveau des artisans, mais en fait, c'est une aide de la ville pour leur permettre d'être présents et de vivre aussi de leur production. Donc voilà, c'est économiquement, c'est viable pour permettre aux gens de vendre leur production. Nous avons une majorité d'abîmiens qui exposent, mais dans le cadre des fêtes, nous avons élargi un peu les exposants en cherchant des gens de l'agglomération. Donc ce qui fait que nous avons un peu plus de maraîchers aujourd'hui, qui vont nous permettre de rehausser ce marché du vendredi. Au total, une 50aine d'exposants est attendue au marché de Noël des Abîmes. Retour en Martinique, on continue de parler de Noël avec notre invité Jean-Paul Levif. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes donc le diacre de l'église de Saint-Christophe. Alors, avant de parler du programme, notamment de cette période de Noël, notamment avec la messe qui sera célébrée comme chaque année le soir du 24 décembre. D'abord, cette manifestation qui était proposée,
cette semaine par la paroisse du Lamentin. Un chanté cantique de Noël vu par les membres de cette paroisse. Voici le reportage de Camille Joseph et de Philippe Pollini. Poursuivre la tradition des aînés, se retrouver entre chrétiens et garder le bon état d'esprit du cantique de Noël, c'est ce que les fidèles de la paroisse Saint-Laurent du Lamentin prônent. Je pense qu'il y a trop de dérives. Peut-être que c'est parce que le carnaval est trop près de Noël, parce que tout de suite on a dans l'esprit. Et comme on est un peuple avec l'esprit de fête. Et donc ça dérape facilement, ça peut déraper facilement. Mais je crois qu'il faut préserver l'esprit de Noël, l'esprit du cantique, la sainteté du cantique, il faut le préserver et puis laisser le carnaval pour le carnaval. C'est un moment de convivialité où chacun effectivement donc, a amené donc, ce qu'il pouvait. Donc c'est un moment de partage, de bonne humeur. Ici, tout est fait dans la pure tradition chrétienne, en attendant la venue de l'enfant Jésus. Les fidèles peuvent jouer d'un instrument, chanter. La communion est totale avec... Un cantique sans ritournelle, simplement avec nous, avec ce que nous portons autour de nos curés. Et depuis l'arrivée des 3 curés sur la paroisse, avec le père Olivier Busnet et le père Anderson, depuis l'année dernière, nous avons décidé de faire ça sur la place. Donc un cantique ouvert à tous, sans chichi, chacun fait comme il peut. Un cantique plutôt intimiste qui plaît aussi aux plus jeunes. Je suis là parce que j'aime bien les chanter Noël, danser, quand on est réunis et puis on chante, on s'amuse. J'aime tellement ça. Et puis toi? Moi j'aime ça parce que on est un petit comité et voilà, on est comme une famille. Le 25 décembre, la ferveur chrétienne sera totale avec la venue du divin enfant. Voilà donc pour ce chanté cantique de la paroisse du Lamentin. Jean-Paul Devive, est-ce que ça fait partie de la tradition chrétienne de Noël? Tout à fait. D'ailleurs, ces cantiques rappellent que le christianisme est avant tout une religion incarnée dans les traditions locales. C'est même une inculturation que nous efforçons de vivre de plus en plus souvent. Mais comme l'ont précisé les auditeurs et les acteurs, en retrouvant le sens sacré de cette fête. Pourquoi est-ce que nous célébrons? Pourquoi est-ce que nous chantons? Parce que nous attendons le Sauveur, le Messie. Et ça, il ne faut pas le perdre de vue, comme ça a été bien rappelé dans ce reportage. Alors c'est vrai que lors de ces fêtes populaires, il y a beaucoup d'amusement. Il y a aussi des personnes qui viennent surtout pour passer un bon moment. Est-ce que ça fait aussi partie de l'esprit de Noël du point de vue de l'Église catholique? Bien entendu, c'est tout à fait l'esprit chrétien, l'esprit communautaire, l'esprit de rassemblement, de solidarité, de partage aussi, qui sont des valeurs sûres, des valeurs fondamentales du christianisme. Et il est bon de les revivre à travers justement ces manifestations traditionnelles qui font partie de notre patrimoine culturel martiniquais. Alors nous sommes dans le week-end de Noël, évidemment le temps fort pour les chrétiens, c'est dimanche soir, 24 décembre, la fameuse messe qui va se dérouler à l'église donc, de Fort-de-France, à la cathédrale de Fort-de-France. Comment va-t-elle se dérouler exactement? Alors ce sera une messe comme le sont toutes les messes, mais avec cet aspect particulier que nous étions dans l'attente depuis 4 semaines, les 4 semaines de l'Avent. Et cette attente va déboucher maintenant sur la naissance, sur la venue du Christ qui vient donc nous sauver, d'où le centre de notre joie. N'oublions pas que c'est un événement universel que nous célébrons, puisqu'on se rappelle que les dates et les années sont comptées à partir de cet événement. Et c'est aussi un temps d'attente où on s'est purifié, où on s'est quelque part remis en question, où on a même été un petit peu triste, au sens où dans les messes habituelles, on ne faisait plus le Gloria, le gloire à Dieu. Et là, on pourra le reprendre justement à la messe de Noël et recommencer donc cette louange à Dieu qui célèbre cette joie d'être aimé de Dieu, d'être sauvé par lui en donnant son propre Fils qui prend notre nature humaine pour que nous puissions prendre sa nature divine. C'est ça vraiment cette espèce de transfert de nature qui est extraordinaire dans cette messe de Noël et plus largement dans le christianisme. Alors voilà pour la symbolique, mais quant à l'organisation, cela fait combien de temps que tous les membres du diocèse de Martinique se préparent pour organiser cette messe? Alors on peut dire que depuis 4 semaines maintenant, il y a une montée progressive, il y a une montée en puissance pour aboutir à cette messe qui commencera par une veillée dans toutes les paroisses de l'île. Il y aura une veillée d'à peu près 1 heure où il y aura des cantiques, des chants, des prières, des psaumes. Et après on commencera la messe proprement dite pour symboliser
la venue du Christ, qui sera mis d'ailleurs symboliquement dans la crèche en tant que petit enfant. Ça, c'est l'aspect donc symbolique, mais qui nous rappelle l'aspect plus important, plus spirituel, qui est que Dieu prend notre humanité. Et ça, il ne cesse de le faire depuis d'ailleurs, puisque ce n'est pas un événement fermé dans le temps. Nous croyons que ça se poursuit et que nous devons justement accueillir cette naissance permanente dans nos cœurs. Alors chaque année, le pape François délivre un message depuis le Vatican lors de cette messe de Noël. On se souvient de ce message porté aux migrants, aux victimes du terrorisme. Cette année, est-ce qu'il y a un message particulier ? Alors, le message du pape, c'est l'accueil plus largement dans l'Église. Aujourd'hui, il y a beaucoup de sectarisme, il y a beaucoup de personnes qui se replient sur elles-mêmes à cause de la souffrance, des épreuves, des angoisses. Et justement, le christianisme apporte cette espérance de dire, eh bien oui, les choses ne vont pas forcément bien, mais il y a une espérance. Les choses peuvent changer. Vous êtes aimés, vous n'êtes pas seuls. Voilà, ne pas laisser isoler les personnes qui sont dans la difficulté. Merci beaucoup. On rappelle donc ce rendez-vous pour tous les fidèles catholiques dimanche 24 décembre, donc à l'église, à la cathédrale Saint-Louis de Fort-de-France pour cette messe de Noël. Merci Jean-Paul Levif d'avoir accepté. Joyeux Noël à tous les auditeurs. Et à vous aussi, merci d'avoir accepté notre invitation. On poursuit ce journal avec, comme tous les samedis, votre JT des communes ce soir, exceptionnellement le best-of, toujours présenté par Hubert Bornil. C'est tout de suite. Bonsoir à toutes et à tous, nous sommes à quelques heures de Noël, l'occasion pour nous de revenir sur les moments qui ont marqué ce début de saison, les moments les plus forts d'ailleurs, ce qu'on appelle le best-of. C'est parti pour quelques minutes d'intense plaisir et de découverte. On vous souhaite une agréable soirée et à tout à l'heure. La plage du Coin au Marigot. C'est ici que Daniel exerce son activité favorite, la pêche de brigot. Masque, palme et crochet. Une fois équipé, c'est le moment d'affronter le courant. Cela fait 30 ans que Daniel plonge ici. Il maîtrise bien cette mer, connaît chaque rocher, mais ce n'est pas facile pour autant. C'est une plongée qui est très physique et technique à avoir, c'est juste la surveillance. Quand je dis surveillance, c'est les vagues qu'il faut regarder parce que les brigots sont dans les récifs. Alors il faut aller les chercher et pour ça il faut surveiller la vague. Sa technique, Daniel l'a développée au fil du temps. Si auparavant il suffisait de marcher sur la plage pour ramasser le précieux coquillage, maintenant il faut aller sous l'eau. La ressource diminue. Il y a beaucoup de jeunes qui vont, comme ils ne savent pas plonger, ils ramassent les petits et prennent des quantités, des sacs de petits. Aujourd'hui, c'est dommage. Mais il y a encore. Le plongeur vend le fruit de sa pêche à quelques restaurateurs de la côte atlantique. Ici, le ghetto, dans le bourg du Marigot. Lucille est la reine dans la cuisine et sa recette du brigot est un délice. Tout se joue dans la sauce. Vous râpez l'oignon, l'ail, vous mettez tout ça dans le bocal, vous mettez du citron, vous mettez du piment, vous mettez du sel et de l'huile. Là, comme ça, vous bougez le tout ensemble. Voilà tous les brigots. C'est tout pour les brigots. Le plat dégusté le plus souvent en entrée coûte environ 15 €. Côté salle, les clients semblent satisfaits. Qu'est-ce que vous aimez, vous, dans le brigot ? Tout. Il y a tout à manger. Ça a le goût du lambi et l'arrière, c'est assez pâteux. Mais c'est très bon. Le savoir-faire est bien conservé. Le brigot de la pêche à l'assiette, c'est surtout une affaire de passion. Une passion qui dépasse depuis bien longtemps les frontières de la commune. Un site de 3000 m² dans la verdure du quartier Bassignac. Voici la ferme de Dominique. Toute sa vie, comme elle aime le dire, productrice de bovins au départ, elle a reconverti son espace en un lieu de transmission. Dominique accueille des scolaires depuis plus de 15 ans. Je veux que les enfants ne viennent pas pour regarder, pour voir. Il faut qu'ils touchent, il faut qu'ils fassent, il faut qu'ils participent, il faut qu'ils soient les fermiers du jour. On va trouver un petit peu de tous les animaux de la ferme. Donc ça va aller du cochon, au poney, aux ânes, aux moutons, aux lapins et tous les animaux de la ferme, mais en petite quantité.
Voici l'hôtel des volailles. Les abris sont fabriqués à partir de matériaux de récupération, faits d'une main de maître par la maîtresse de maison. L'exploitante n'a pas oublié sa fonction de productrice pour autant. Les chapons sont l'un de ses produits phares. Le chapon représente une viande que les gens apprécient beaucoup parce que elle développe une viande, une graisse. Il y a une graisse qui se fait à l'intérieur du muscle. Et le coq, donc le chapon, c'est une viande persillée. Donc la viande reste extrêmement tendre. Il y a une trentaine d'années, Dominique a commencé ici comme employée. Aujourd'hui, à la tête de la structure, elle est ici dans son élément. Amoureuse de la terre, l'agricultrice a amorcé un nouveau virage dans la gestion du sol de ses productions. Il faut travailler en interne avec ce que la terre, justement, nous remet. Ici, les animaux fournissent du fumier. Le fumier est utilisé pour planter, tout simplement. L'idéal est toujours de travailler avec les plantes. Certaines plantes attirent ce qui aide les cultures et d'autres plantes les repoussent. Les caprices du temps n'ont pas épargné son havre de paix. Son exploitation de 10 hectares est endommagée. Un jardin qui malheureusement n'a pas survécu à Maria. Parce que je suis producteur de maracuja, de bananes jaunes et de piments. Mais malheureusement, l'accès ne me permet pas d'y aller et le jardin a souffert. Insuffisant pour déstabiliser Dominique dans ses projets, elle souhaite obtenir la certification bio et continuera d'accueillir les enfants à la ferme de Bassignac. À travers le monde, on l'appelle puce ou serpent. Mbukuru, Fei, Nyangafelo. Elle est dessert à cuire ou d'ornement. Il s'agit de la banane. Une soixantaine de variétés sont visibles dans ce musée. Elles viennent de la Caraïbe, d'Afrique ou d'Asie, avec des formes variées, tant pour le bananier que pour son fruit. Un moment de découverte pour les visiteurs qui évoluent dans cet Éden de la banane. J'ignorais complètement qu'il pouvait y avoir tant de variétés de par le monde et tant de lieux d'exploitation de la banane dans le monde. Mais j'ai bien retenu que la plus bio des bananes, c'était quand même la banane de Martinique et de Guadeloupe. C'est un arbre fragile, pourtant c'est un fruit qu'on mange tous les jours, donc on pourrait se dire que c'est plus rustique pour que ce soit plus facile, plus rapide. Et non, et ça m'a beaucoup étonnée. On apprend beaucoup de choses qu'on ignore alors qu'on vit au pays. On n'est pas au fait qu'il y a 3000 variétés de bananes, l'origine, d'où elles viennent. Ça va, tu veux que je t'aide ? Comme ces familles, tous les ans, c'est en moyenne 25 000 visiteurs qui arpentent ce jardin de plus d'1 hectare. Un coin de verdure entretenu soigneusement, pourtant, il y a quelques mois, le passage de l'ouragan Maria a fait des ravages sur le site. Plus de 80% de nos bananiers ont été touchés. Donc, après le passage de l'ouragan Maria, nous nous sommes tout de suite mis au travail. Donc on a dû tout nettoyer, tout déblayer. Et voilà, c'est vrai que on a vraiment été impacté par le phénomène, puisque normalement on dénombre une soixantaine de variétés de bananiers avec des régimes dessus. Et là on se retrouve quand même avec une dizaine de variétés avec des régimes. Des traces du cyclone sont encore visibles aux alentours, mais aussi dans le musée. Fort heureusement, les variétés de bananiers, même les plus exotiques, ont pu être remplacées. Le rhizome émet des ramifications, donc des rejetons. Donc ce sont ces rejetons que nous avons heureusement replantés. Mais cela dit, nous avions quelques plants de bananiers en nourrice, donc par conséquent, donc nos visiteurs pourront découvrir les variétés et les régimes. Le jardin est comme neuf désormais. Avec son village et son restaurant, le site de 4 hectares est prêt pour la saison touristique. Au quartier Belle Étoile, les fleurs et les plantes sont reines.
La pépinière Le Bougainvilliers existe depuis 1995 et s'est développée au fil du temps. Ici, certaines variétés sortent du lot et sont fortement appréciées du public. Les gens ils sont très portés sur les hibiscus. Donc on a différents modèles d'hibiscus, des fleurs différentes, de couleurs, de largeur, donc beaucoup de variétés. Ensuite, nous avons des bougainvilliers. Donc on fait des bougainvilliers en totem, c'est-à-dire greffés avec plusieurs couleurs et panachés et fleurs vertes. Le jardin se distingue avec les totems de Bougainvilliers, une originalité unique en Martinique. On est obligé de passer derrière et enlever les feuilles pour qu'on puisse avoir le bâton, donc le tuteur, toujours à nu pour donner la valeur de la plante. Sinon, si on laisse les feuilles, ça ne va pas donner la même chose. La majorité des articles vendus sont des éléments de décoration, intérieurs ou extérieurs. La pépinière propose également des plants plus typiques de chez nous. Comme les souliers zombies, une plante qui a beaucoup de vertus. On fait aussi le piment végétarien, le piment fort, de la citronnelle, en médicinal. 4 personnes s'occupent et cultivent les plantes. Il faut les dénuder, les tailler, les engraisser, et puis hop, c'est reparti, feuilles, fleurs, vendables. Moins pâté dans mariage, moins pâté à dans baptême. 8 serres réparties sur 1 hectare, le bougainvillier présente plus de 50 variétés différentes, des espèces d'ici et d'ailleurs que vous pouvez apprécier gratuitement. Le site est visible à titre gracieux. Voilà, mais c'est la fin de ce best-of. Merci de l'avoir suivi. Nous approchons doucement mais sûrement du réveillon de Noël. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter de très bonnes fêtes. Prudence sur la route, alcool et puis modération. On se retrouve la semaine prochaine. Très belle nuit. Merci Hubert Bornil et très bonne fête de Noël à vous aussi. C'est ainsi que l'on referme cette édition. Avant de vous quitter, je vous rappelle les principales informations. Développer la mobilisation de la Sopamar à Saint-Joseph contre un projet immobilier sur un terrain agricole déclassé par la municipalité. L'association parle de fraude. Plusieurs riverains se sont réunis ce matin pour faire part de leur mécontentement. Nous étions au marché agricole du Nord-Atlantique où l'igname était à l'honneur ce matin. Une tonne n'aura pas suffi pour satisfaire les consommateurs. Ce légume indispensable pour les repas de fête traditionnels fait toujours recette. Et puis le chanté Noël de la paroisse du Lamentin, Saint-Henri Tournelle est dans une ambiance plutôt bon enfant. L'occasion pour les fidèles de faire part de leur vision des cantiques de Noël. Nous avons reçu le diacre Jean-Paul Levif. Tout de suite, la météo présentée par Ruth Fortuna. Juste avant, l'information nationale et internationale avec nos confrères de BFM TV. À 20h, votre divertissement, les 12 coups de Noël. On se retrouve demain avec grand plaisir.